il a une formation tout à fait exceptionnelle. Il a à la fois une formation de philosophe des sciences et de géologiste et économiste, ce qui lui donne une perspective et une dimension qui est extrêmement rare. Il a des pensées, une manière de penser les choses extrêmement décoiffante. Et je suggère, il a envoyé il y a 2 ans, je crois, sa thèse français, que je vous suggère, parce que je l'ai maintenant, de lire, parce que pour les gens qui s'intéressent à l'évolution génétique, et c'est une question qui se pose, la manière de l'expression des choses est extrêmement originaux et extrêmement stimulant. C'est une grande chance. Je pense que si vous n'êtes pas décoiffé à la fin de ça, c'est que vous n'avez pas la capacité physique de l'être. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. J'espère que vous m'entendez. Je vais essayer de parler aussi fort que je peux. Et aujourd'hui, je vais faire de la réclame. Je vais en fait faire la promotion de méthodes qui sont encore assez mal connues, qui sont importantes en biologie évolutive. Et ces méthodes sont des réseaux évolutionnaires. Et je vais essayer de vous convaincre qu'avec des réseaux évolutionnaires, plutôt que des arbres, on peut s'intéresser à des questions sur l'évolution qu'on n'a pas l'habitude de traiter autrement. En fait, le message principal de ma présentation d'aujourd'hui va être qu'il est possible, sinon désirable, d'inclure de plus en plus des réseaux évolutionnaires dans nos études de la diversité et son histoire. Alors pourquoi, comment En général, quand on a des séquences de gènes, des séquences de protéines, on a tendance à vouloir les étudier en faisant un arbre de ces gènes, de ces protéines, voire en les étudiant ensemble dans un arbre des espèces, parce que généralement, pour expliquer les phénomènes évolutifs, on se met sous la lumière d'un modèle qui est le modèle traditionnel, le modèle de l'arbre du vivant. Mais bien sûr, ce modèle ne peut expliquer qu'une partie des phénomènes qui se déroulent dans l'évolution. Et donc, dans le laboratoire où je travaille à Paris, nous essayons d'ajouter d'autres approches, non pas en étudiant un seul arbre, mais en étudiant de nombreux arbres des forêts, ou bien en étudiant des réseaux, pour éclairer davantage de phénomènes évolutifs. Et donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement comment, avec des réseaux évolutionnaires, on peut détecter des phénomènes évolutifs qu'on n'aurait pas détectés ni facilement analysés avec un seul arbre. Alors, comment je vais vous convaincre de ça, ou je vais essayer de vous convaincre de ça? J'ai une stratégie et elle tient dans les 4 points suivants. Premièrement, je vais vous rappeler que le modèle de l'arbre du vivant, supposé universel, en fait, sous-estime la complexité de la biodiversité et de son histoire. Ayant démontré qu'il y a vraiment un problème de sous-estimation de la complexité, je poserai la question en pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos études de l'évolution, pour justement essayer de comprendre un peu mieux de cette complexité qui est sous-estimée? Et pour ça, je donnerai des exemples. Des exemples d'utilisation de réseaux évolutionnaires qui permettent de poser des questions d'évolution. Et enfin, je dirais comment ce qu'on peut faire réellement de plus excitant, de plus audacieux avec les réseaux évolutionnaires. C'est pas forcément de tester des hypothèses qui sont déjà proposées dans la discipline de la biologie évolutive, mais c'est d'utiliser les réseaux à des fins exploratoires pour faire naître de nouvelles hypothèses sur l'évolution. Alors, traditionnellement, la logique arborescente, le fait d'utiliser un arbre, s'impose en évolution parce que si l'on croit qu'il y a vraiment un processus de descente avec modification arborescent, et bien justement, on pense qu'il y a une structure cachée dans le vivant, et cette structure, c'est une généalogie. C'est la généalogie de toutes les entités biologiques. Il peut y avoir une généalogie au sein de familles de gènes, ou un arbre des organismes, ou un arbre des espèces. Et dès lors qu'on croit réellement qu'il y a un processus arborescent qui est responsable de la diversité biologique, il est logique que les scientifiques s'intéressent à développer les meilleures méthodes de reconstruction d'arbres possibles. Et pour ce faire, généralement, ils essayent d'extraire, de maximiser le signal phylogénétique qui décrit la généalogie qui se trouve dans les séquences. Donc en fait, souvent, en phylogénétique, le problème de la reconstruction d'un arbre du vivant, c'est un problème de mathématiques. Comment avoir les meilleurs modèles pour capturer le signal arborescent. Et quand on a ça, quand on a cette généalogie, on peut alors faire des propositions scientifiques qui sont de type généalogique. On peut parler des relations de parenté entre tel et tel groupe. Et on parle d'entités particulières, en fait on parle de lignées simples qui dérivent d'un ancêtre commun. C'est très intéressant, c'est une façon traditionnelle d'étudier l'évolution. C'est d'une certaine façon, on pourrait le voir comme si on disposait d'une jetée, un mode de raisonnement qui nous oriente dans une direction pour aller étudier la diversité des séquences. J'ai des séquences, qu'est-ce que je fais? Je fais un arbre.
Alors, c'est pas toujours une bonne idée. Et notamment, il y a des cas où c'est pas une bonne idée. C'est typiquement quand l'évolution que l'on ambitionne de décrire n'est pas simplement le résultat de la divergence depuis un ancêtre commun. Et ça, vous pouvez le voir avec un schéma très simple. Ce patron-là, d'un ancêtre à des descendants, c'est pas la même chose que ce patron-là, où il y a finalement deux contributeurs qui vont se combiner et combiner leur matériel génétique dans un nouveau descendant. Puisque ça n'est pas ça, alors, quand on décrit tout avec ce type de patron, ben on a un problème pour capturer toute la complexité de l'évolution. Donc, pour le dire d'une manière plus générale, il y a un phénomène qui sont des processus combinatoires qui interviennent, on va le voir, à tous les niveaux de l'organisation biologique, que ce soit dans les gènes, dans les génomes, dans les espèces, et ces processus combinatoires ont une conséquence, c'est que la majorité, peut-être même toutes les entités biologiques qui existent, sont en fait des mosaïques d'un point de vue génétique. Elles contiennent du matériel génétique qui provient de différentes sources. Alors ça, on le sait parce qu'on connaît de nombreux mécanismes qui sont responsables de la mobilisation de matériel génétique. On les connaît d'ailleurs pour certains depuis des dates assez anciennes. On a la transduction par les phages qui vont faire circuler du matériel génétique entre différents bactéries. On a la conjugaison avec les plasmides où des quantités significatives de matériel génétique peuvent passer d'une cellule à une autre. On a la transformation, la pêche de l'ADN libre dans le milieu. On a beaucoup de choses et non seulement on a beaucoup de processus qui sont responsables de cette combinatoire génétique, mais aussi on continue d'en découvrir ou d'en redécouvrir. Là, nous avons des vésicules extramembranaires. Alors, c'est moins souvent cité parce que souvent, quand on parle du transfert latéral génétique ou de gènes, alors de gènes, c'est une commodité, parce que le professeur Raoult m'a bien fait rappeler qu'effectivement, ce n'est pas forcément des gènes intacts qui transfèrent, mais ça peut être des séquences. Donc, on ne mentionne pas toujours le fait que les vésicules membranaires, ça c'est dans les trois domaines du vivant, qui sont capables, avec des taux de transfert relativement bas, de prendre des quantités d'ADN de 30 à 50 kilobases, d'ailleurs n'importe quel ADN qui se trouve dans la cellule, et de les faire circuler à l'intérieur d'une espèce ou entre les espèces. On a redécouvert le rôle qu'on suppose très important des agents de transfert de gènes chez certaines lignées bactériennes, chez une archée, sont des sortes de phages défectueux qui sont capables d'empacter de l'ADN, 4 à 5 kilobases d'ADN qui sont dans l'organisme qui contient des gènes, des agents de transfert de gènes, mais pas leur propre ADN. Parce qu'en fait, pour coder un agent de transfert de gènes, il faut plus d'ADN que cette structure ne peut en contenir. C'est donc un petit peu comme des bouteilles d'ADN qui seraient jetées à la mer et qui contiennent un ADN qui va pouvoir être récupéré par d'autres organismes qui sont dans le même milieu. Et ce qui est remarquable avec ces agents de transfert de gènes, même si c'est débattu entre spécialistes, c'est que leur capacité à transférer du matériel génétique est considérable, plusieurs centaines de millions de fois plus élevée que la transformation, des dizaines de millions de fois plus élevée que la transduction par des phages. Donc quelque chose de très important potentiellement pour faire circuler le matériel génétique. Et puis on a une découverte récente où en milieu solide on a des bactéries d'espèces différentes qui se connectent, qui mettent leur cytoplasme en contact par ce qu'on appelle des nanotubes, et dans ces nanotubes, parce que leur diamètre est suffisant, peut passer du matériel génétique, des plasmides, des virus qui sont dans le cytoplasme d'une bactérie et qui vont dans une autre. Et enfin, on a un autre type de preuve de l'importance de la combinatoire génétique, c'est que les transposages, dont la fonction est de faire sauter des morceaux d'ADN dans les génomes, sont les plus abondants des gènes sur Terre. Ça veut dire que quand on fait un échantillonnage des séquences dans l'environnement et qu'on regarde quelle est la séquence qui revient le plus souvent c'est une transposase. Et non seulement elles sont les plus abondantes dans l'environnement, mais elles le sont dans tous les environnements. Ce sont les plus ubiquitaires. Quand on regarde quelle famille de gènes on retrouve dans tous les environnements échantillonnés, ce sont les transposases. Alors, sachant cela, sachant l'importance de tous ces mécanismes de combinatoire génétique, personne n'est vraiment surpris quand on décrit l'évolution des éléments génétiques mobiles, comme les virus ou les plasmides, avec des termes qui les décrivent comme des mosaïques. On dit par exemple que les phages sont des mosaïques génétiques au sens où ils combinent différents modules de gènes qui viennent de différentes sources dans leur génome. Et ça, c'est assez bien admis. Il y a des mosaïques génétiques amusantes. Par exemple, quand, dans le cas des poupées russes génétiques, on a ici une cassette de gènes qui rentre dans un intégron, qui lui-même rentre dans un transposon, qui lui-même se situe sur un plasmide. On a ici un
système compliqué, intéressant, avec différents éléments capables de mobiliser l'ADN qui se trouvent fusionnés en une même entité. On a d'autres entités qui non seulement sont amusantes, peut-être parfois elles sont inquiétantes. Ça c'est le cas de R391, qui était un élément génétique mobile qu'on pensait être un plasmide. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas un plasmide, mais une mosaïque, c'est-à-dire des segments d'ADN qui venaient de virus, de plasmides et d'éléments transposables, et qui se trouvaient ensemble, sélectionnés, parce que dans cet élément, il y a un certain nombre de gènes de résistance, je crois, à des métaux. Et une chose aussi étrange que ce monstre de Frankenstein génétique, qui combine de l'ADN de différentes origines, peut être sélectionné et peut se répandre, parce qu'il a d'abord été découvert dans une bactérie en Afrique du Sud, et ensuite on s'est aperçu qu'il existait des R391 à bien d'autres endroits du monde. Et d'une manière générale, la constitution des éléments génétiques mobiles n'est pas prête de s'arrêter, c'est-à-dire que la liste des vecteurs qui peuvent mobiliser l'ADN est en permanente constitution. Il suffit pour cela d'associer des gènes qui ont des fonctions pour s'exciser d'un génome, pour s'intégrer dans un génome, et on peut fabriquer comme ça une grande diversité d'éléments génétiques mobiles. Et ce faisant, ayant cette diversité de vecteurs d'ADN, on ne devrait pas être surpris non plus qu'il y ait une grande proportion des entités, cette fois cellulaires, qui puissent être considérées comme des mosaïques génétiques, puisqu'elles hébergent, elles reçoivent ces différents gènes voyageurs. Alors un exemple assez typique de ça sont les cellules d'Escherichia coli, où on a ici un mélange de 61 individus. Alors il y a des Shigella dedans, donc selon vous pensez que c'est ouvert la même espèce, ça pose un problème ou pas, mais le message va être globalement le même. Quand on compare le contenu en gènes des génomes d'individus Escherichia coli qui sont supposés être proches, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gènes qui ne sont pas présents dans tous les génomes de toutes les Escherichia coli. Il y a une variabilité génétique dans la composition, dans le matériel génétique qui est présent dans les génomes de cette espèce. Et à un point significatif parce qu'en fait, quand on séquence 61 Escherichia coli et Shigella, on s'aperçoit que le nombre de familles de gènes qui est présent en commun chez tous ces individus est seulement de 6%. Ça veut dire qu'il y a une grande part des gènes qui sont présents dans les génomes des Escherichia coli qui ne sont pas présents dans tous les génomes de toutes les Escherichia coli. On les appelle pour cette raison des gènes périphériques. Et on pense que le fait que ces gènes aient une distribution qui n'est pas ubiquitaire est lié au fait que ce sont des gènes voyageurs. Ils entrent ou ils sont perdus de certains génomes. Et on voit qu'il y a une part importante dans les bactéries de gènes, des génomes qui sont des gènes mobilisés et qui ont bougé au cours de l'histoire évolutive. Donc, on rencontre ici une difficulté. Parce que s'il y a beaucoup de gènes qui ont bougé au cours de l'histoire évolutive, ces trajets, ces parcours de gènes ne sont pas modélisés directement sur un arbre des espèces. Ça, c'est une certitude. Et le problème donc, général est le suivant. Nous pensons avoir un modèle universel avec un arbre du vivant, mais ce n'est pas un modèle universel qui décrit toute l'évolution. En réalité, c'est un modèle régional. Il décrit une partie, certes importante, mais une partie seulement des phénomènes évolutifs. Et ça a une conséquence sur la façon dont on va acquérir les connaissances en biologie évolutive, parce que on peut s'intéresser à reconstruire un arbre généalogique et on va apprendre beaucoup de choses sur toutes les structures qui sont apparues par divergence de faits ancêtres communs le long de cette généalogie. Mais tous les autres phénomènes qui ne sont pas un décalque exact de la généalogie, qui sont apparus non pas en raison de la divergence des lignées de faits ancêtres communs, mais par combinaison, par exemple, eh bien on va les manquer avec un arbre généalogique. Alors pour vous donner une idée de pourquoi c'est embêtant, de parler d'évolution avec une partie d'évolution en se concentrant sur une partie qui peut-être n'est pas représentative de tous les phénomènes évolutifs, eh bien, c'est parce qu'en faisant cela, on risque d'obtenir une représentation biaisée. On va se dire que l'évolution est plus simple que ce qu'elle est vraiment. Je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas tout à fait politiquement correct, mais par exemple, pour comprendre les événements qui se déroulent en ce moment en Syrie, si on demande à Bachar el-Assad, qui pourrait représenter un point de vue sur d'expliquer les événements qui se passent en Syrie, on aura une explication qui sera probablement représentative de tous les événements qui se passent en Syrie. Même si cette interprétation est importante et essentielle à connaître, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas expliquées par ce point de vue. Donc en évolution, on a un problème de ce type. On travaille avec une partie des preuves, des informations, des signaux généalogiques, et avec cette partie, on essaye de parler de toute l'évolution. Ça risque d'être biaisé. Ça risque d'être biaisé notamment dans deux cas.
Le premier cas, c'est quand les différentes entités qui portent de l'ADN qu'on va étudier n'ont pas de relation généalogique. Si on essaye de les étudier toutes avec un arbre et qu'elles ne sont pas toutes membres de cet arbre, ça ne marchera pas. Et le deuxième type de problème que cela pose, c'est que le modèle de l'arbre du vivant ne permet peut-être pas d'expliquer toutes les structures biologiques. Alors ici à Marseille, vous êtes certainement très familier avec le fait qu'on ne peut pas, sur un arbre des cellules, dans un arbre généalogique, inclure de très nombreux vecteurs, entités, qui participent pourtant pleinement de l'évolution, les virus, les plasmides. Comment les brancher dans un arbre des cellules? Ils ne sont pas cousins, ils ne sont pas frères. Bref, on a peut-être la majorité du matériel génétique qui ne rentre pas facilement, qui ne branche pas facilement sur un arbre généalogique des espèces. Et si c'est dur d'inclure les virus dans un arbre, les virus de virus, je ne sais pas où on pourrait les inclure. D'autre part, il y a de nombreuses structures biologiques qui évoluent, non pas en raison de la divergence de pions communs, mais en raison des interactions entre différentes entités et souvent des interactions génétiques. Je vais vous donner deux exemples de cela. Le premier exemple, c'est l'évolution de plusieurs structures, ou bien chez les phages T4, ou bien chez les Escherichia coli, dans le cadre de ce qu'on appelle une course aux armements, qui se passe comme suit. Voilà ici un phage qui est capable d'injecter son ADN voyageur dans une cellule, et il va l'infecter, à moins que cette cellule n'ait ce qu'on appelle un système de restriction-modification, qui est capable de reconnaître l'ADN voyageur et de le découper. Eh bien, dans certains cas, il y a des phages qui ont évolué une nouvelle structure, et cette structure, c'est finalement d'avoir transformé les bases de leur ADN en les méthylant. Au lieu d'avoir une base C, ils ont une base hydroxyméthylcytosine, et grâce à cela, l'ADN voyageur peut pénétrer dans la bactérie qui ne le reconnaît pas avec son système de restriction-modification classique. Néanmoins, il y a des bactéries qui utilisent un système de modification-restriction alternatif qui arrive à bloquer et découper cet ADN modifié. Il y a des phages qui ont doublement modifié leur ADN, ils ont cette fois glycosylé les bases modifiées, donc ils ont doublement délisé la base C, et dans ce cas-là, ils arrivent à infecter la cellule. Mais il y a des cellules qui sont capables de résister à cet ADN voyageur doublement masqué en utilisant deux protéines. Et certains phages sont capables de contourner, d'empêcher l'action de ces deux protéines en injectant, en même temps qu'ils injectent l'ADN voyageur doublement modifié, une protéine, IPI, qui va permettre à l'ADN voyageur de passer. Certaines cellules sont encore capables de bloquer ce processus en fusionnant les deux protéines. Donc vous voyez tout un tas de structures, deux protéines fusionnées, de l'ADN modifié, qui évoluent dans le cadre de cette interaction. Un autre exemple de structure qui évolue dans le cadre d'interaction entre différentes entités, ce sont notamment les leurres d'ADN. Nous avons de l'ADN qui code pour des protéines qui ressemblent à de l'ADN. Alors il y a des plasmides et des phages qui font ça. Ils injectent ou ils font pénétrer leur ADN voyageur, et la première protéine quasiment qui est exprimée est une protéine qui ressemble drôlement à l'ADN voyageur, elle est drôlement savoureuse, et le système de modification-restriction se jette dessus. Comme ce n'est pas de l'ADN, il ne peut pas le détruire, il se casse les dents dessus, il perd son temps, et l'ADN voyageur, lui, peut s'introduire dans la cellule. Si on raisonnait simplement avec un arbre des cellules, il y aurait assez peu de raisons pour expliquer ou justifier l'évolution de ces différentes structures et l'évolution de leur ADN. En revanche, quand on comprend qu'il y a des interactions génétiques entre différents partenaires durant l'évolution, eh bien, cela peut avoir un sens d'imaginer qu'on fabrique du faux ADN, par exemple. Donc on a finalement une situation où on aimerait raisonner avec un arbre des cellules, c'est quelque chose de relativement simple, mais probablement c'est trop simple pour décrire la complexité réelle de l'évolution, et peut-être que la complexité ressemble plus à quelque chose comme ça, où on a dans les cellules effectivement des dichotomies, l'apparition d'une nouvelle lignée, d'un dernier ancêtre qui se distingue d'une autre, parfois des fusions, vous pouvez penser, on va le voir ensuite avec l'histoire des eucaryotes, et on a également des interactions et des drôles d'entités mosaïques qui sont créées par la mise en commun de matériel génétique de virus et de cellules, ou également des échanges entre les éléments génétiques mobiles eux-mêmes, entre les plasmides et les virus qui fabriquent des lignées de drôles d'objets, pourquoi pas des poupées russes génétiques. Bref, quand on s'intéresse simplement à une partie de cette complexité, on a certainement une bonne raison de le faire, mais on a certainement aussi d'autres bonnes raisons de ne pas le faire et de se demander comment pourrions-nous décrire davantage cette complexité en partant de nos séquences. Puisque au début j'ai dit
que nous partions de séquences d'ADN et de protéines et que nous essayons de faire un arbre? Et si nous pouvions partir de nos séquences d'ADN et de protéines et faire autre chose, est-ce qu'on pourrait arriver à obtenir une image qui ressemblerait plus, peut-être, à ça? À mon avis, il y a une façon de faire ça, et c'est une façon compliquée. Et là, je vais commencer une petite série de digressions philosophiques, mais je vais les faire, j'espère, assez amusantes et agréables pour vous. Alors, j'ai dit que pour les gens qui croient qu'il y avait un processus vertical, un processus arborescent dans l'évolution, le problème de la reconstruction de l'arbre des espèces, le problème, pour expliquer l'évolution, faire des beaux scénarios, est un problème mathématique. Celui qui trouvera la meilleure méthode de reconstruction d'arbres aura résolu le problème. Pour moi, ce n'est pas un problème mathématique, pas seulement. C'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des meilleures méthodes de reconstruction d'arbres. C'est aussi un problème biologique. Et c'est là que moi je veux poser le problème. En réalité, on peut tout à fait penser que le raisonnement arborescent que je vous ai présenté, il y a un arbre, on travaille avec des groupes qui sont issus d'un ancêtre commun, ce qu'on appelle les groupes monophylétiques, et bien n'est pas le seul raisonnement possible qu'on peut tenir pour parler des séquences et de leur évolution, et du vivant et de son évolution, et des éléments génétiques mobiles, selon qu'on les considère dans les vivants ou pas. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est l'introduction d'une autre façon de penser qui utilisera les réseaux évolutionnaires pour étudier l'évolution. Alors qu'est-ce que c'est une autre façon de penser? Finalement, c'est l'idée de se dire qu'on va raisonner avec des nouveaux objets, pas forcément les groupes monophylétiques, qu'on va faire des nouvelles propositions scientifiques, des nouvelles hypothèses, pas forcément des hypothèses de généalogie, qui est groupe frère de qui, et donc on va, si ces hypothèses sont vérifiées, proposer des explications qui ne seront pas forcément des explications généalogiques, et pour cela on aura besoin de preuves de type Hugo, qui seront des preuves apportées par les réseaux. Toujours dans ma digression philosophique, je veux souligner quelque chose. Cette idée qu'on peut ne pas utiliser simplement le raisonnement arborescent, mais utiliser d'autres raisonnements, c'est un pari pluraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les biologistes évolutionnistes, on a une grande diversité de phénomènes évolutifs à expliquer, que j'ai symbolisé ici par cette barre grise. Et d'une certaine façon, le fait de regarder la nature au travers d'un mode de raisonnement arborescent nous permet d'expliquer une partie de ces phénomènes. Si on utilise un autre raisonnement, le pari est qu'on va pouvoir observer d'autres phénomènes et peut-être réinterpréter certains des phénomènes qu'on avait expliqués en les analysant sous le prisme d'un arbre arborescent. Donc tout ce que je vais vous raconter maintenant avec les réseaux, c'est comment avec les réseaux, on peut voir des choses ici et ici, qu'on ne voyait pas seulement avec les arbres. Alors j'appelle ce raisonnement, qui n'est pas le raisonnement arborescent, je l'appelle le raisonnement intégratif. Peut-être c'est un raisonnement qui est dangereux pour votre santé, ça ne fait pas que du bien, et il repose sur 4 idées principales qui guident les recherches que vous allez voir maintenant. La première idée, c'est que si on veut étudier la diversité génétique, on ne peut pas étudier seulement l'ADN qui est contenu dans les chromosomes des cellules, parce qu'on manque évidemment beaucoup de la diversité génétique. La deuxième idée, c'est que les molécules d'ADN sont échangées et transformées durant des interactions entre différents partenaires, et d'ailleurs ces partenaires ne sont pas toujours nécessairement des parents proches. Ils ne sont pas toujours généalogiquement cousins ou frères. Mais ils appartiennent à des communautés génétiques d'échange. La troisième idée qui découle de ça, c'est qu'en réalité, en raison de tous ces échanges et toutes ces transformations, l'immense majorité du vivant est génétiquement mosaïque, sont des chimères avec de l'ADN de différentes sources. Et donc par conséquent, si je veux expliquer l'évolution de ces chimères, je ne peux pas le faire en me concentrant simplement sur les cellules, et je dois, dans mes analyses, inclure autant de séquences d'éléments mobiles que je peux, autant de séquences de virus et de plasmides, mais aussi, si je veux mettre plus dans un contexte environnemental l'interprétation de ces génomes, si je veux comprendre pourquoi certains génomes qui vivent dans des environnements avec beaucoup de partenaires et d'autres qui vivent dans des environnements avec moins de partenaires n'ont pas les mêmes compositions en gènes, je serais bien inspiré d'inclure des séquences de l'environnement. Donc ces 4 principes-là, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser pour analyser les objets évolutifs sous une perspective qui n'est pas la perspective arborescente. Quand on raisonne de façon arborescente, on prend les objets évolutifs et on dit ben voilà, cet objet-là est membre d'une lignée, il appartient à une famille, il dérive d'un certain ancêtre. C'est un point de vue pour étudier les objets évolutifs. Mais on peut aussi étudier les objets évolutifs d'un point de vue fonctionnel. On peut se dire un objet évolutif, c'est finalement l'association de différentes parties, de différents matériaux qui fonctionnent ensemble. Et quand on décide d'étudier les entités biologiques comme des associations fonctionnelles, et pas forcément comme les membres
d'un groupe généalogique, et bien là on ne parle pas exactement avec les mêmes entités que les évolutionnistes traditionnels. Alors je vais vous donner des exemples, parce que certainement, parmi les associations fonctionnelles les plus intéressantes, il y a toutes les mosaïques. Comment on met dans un même organisme, ou dans un même ensemble d'organismes, des gènes en commun, comment ça fonctionne, comment cet ensemble est stabilisé, et laisse des descendants, et répliqué, et finalement crée des lignées complexes, des lignées qui ont des origines génétiques multiples. Parmi les mosaïques, il y a deux extrêmes. Il y a d'abord ce que j'appelle les mergers, qui sont en fait des fusions, où dans le même corps d'un même objet qui va être répliqué au même moment, pour donner la génération suivante, on a du matériel génétique de sources différentes. Alors il y a différents types de mergers. Il y a quand le matériel génétique vient de partenaires qui appartiennent à la même lignée, ça c'est notre cas par exemple, chacun d'entre nous, on est en fait un merger issu d'un simple lignée. On a un père, une mère, qui nous donne de l'ADN, et on est le résultat de la stabilisation de l'ADN qui nous a été donné par nos parents. Un deuxième type de merger ne fait pas la mise en commun et l'intégration de la génétique de partenaires qui sont relativement proches et se ressemblent, mais sont des mergers multilignés qui mettent en commun l'ADN qui vient de sources qui sont moins apparentées. Prenez une cellule eucaryote, il y a dedans des mitochondries dans certaines, dans d'autres aussi il y a des chloroplasts, il y a le noyau, où les mitochondries sont anciennement des bactéries libres, les chloroplastes aussi, donc on a dans cette entité finalement fusionné un certain nombre d'informations génétiques pour donner un superorganisme, cette espèce d'eucaryote-là, c'est un merger multiligné dans mon jardin. On a des mergers plus compliqués, des mergers multiniveaux, et par niveau j'entends niveau d'organisation biologique, quand dans une même entité, on regroupe des objets qui portent l'ADN, mais des objets qui ne sont pas du même niveau d'organisation biologique. Par exemple, on l'a dit, un intégron, un transposon, un plasmide qui fabrique une poubéruche génétique. Ça, c'est des premiers types d'objets qu'on peut utiliser pour décrire l'évolution et dont on peut essayer de comprendre comment ils apparaissent, comment ils sont stabilisés, quelles sont les règles pour mettre en commun du matériel génétique pour fabriquer ces mergers simples lignés, multilignés, multiniveaux. Et puis, à l'autre extrémité, on a des clubs. Les clubs, c'est plusieurs entités, elles n'ont pas à se répliquer toutes au même moment, mais elles sont sélectionnées ensemble et elles partagent du matériel génétique en commun. Alors le cas le plus simple, c'est tous les descendants d'une même bactérie, c'est un club simple ligné, et ça, c'est finalement le groupe monophylétique qu'on connaît bien. Mais il y a également des clubs où il y a du matériel génétique partagé entre les membres du club qui ne vient pas d'une seule source, de l'ADN voyageur entre par exemple les différentes espèces d'un même biofilm. Et on a également des clubs multiniveaux quand on a des associations qui sont sélectionnées ensemble, par exemple la coévolution de cyanophages avec des cyanobactéries qui partagent des gènes de photosynthèse qui les font transiter les uns entre les autres et qui sont sous sélection purificatrice pour ne pas changer. Là, on a typiquement une association compliquée, un club de multiples niveaux puisqu'il y a des virus et des cellules, et ça aussi ça évolue, ça aussi ça laisse des descendants, et ça aussi il faut en décrire l'élaboration, la stabilisation et le devenir. Pour être plus simple, qu'est-ce que c'est une association fonctionnelle finalement? C'est un peu comme des spaghettis bolognaises. Et pourquoi on ne peut pas étudier l'association fonctionnelle comme on étudierait les bactéries habituelles? C'est parce que ça viendrait à l'idée de personnes d'essayer d'étudier l'histoire d'une lignée à succès de la cuisine italienne, parce que partout dans le monde, on peut commander des spaghettis bolognaises, donc c'est que c'est un vrai succès, ça se perpétue, ça existe. On ne pourrait pas résumer cette histoire ou bien par l'histoire des tomates, un arbre des tomates ou de la sauce tomate, ou bien par un arbre des spaghettis. Si on veut raconter l'histoire d'objets composites comme ça, on est confronté à un problème avec un modèle d'un arbre. Et ce problème, c'est que l'histoire des parties, la sauce tomate ou les spaghettis, peut être découplée de l'histoire du tout, les spaghettis bolognaises. On a l'évolution des tomates, l'évolution des spaghettis, mais on a aussi des lignées comme ça qui sont très importantes. Et donc la question que nous, avec nos séquences, on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a dans nos séquences des traces de lignées qui ont évolué comme ça, comme les spaghettis bolognaises, c'est-à-dire par intégration de matériel génétique qui vient de sources différentes? Est-ce qu'il y a en plus dans ces séquences des traces qui expliquent comment ces superorganismes, ces résultats ont été stabilisés? Enfin, et j'ai bientôt fini ma digression philosophique, si on a des nouveaux objets, si on peut faire des phrases avec des mergers simples lignés, des mergers multilignés, des mergers multiniveaux, des clubs simples lignés, des clubs multilignés, des clubs multiniveaux, on peut faire des nouvelles propositions scientifiques. Mais ces propositions scientifiques n'ont aucun sens
si on les exprime en termes d'arbres. On peut par exemple dire que les clubs multilignées actuels, donc traduction des biophiles multi-espèces, contiennent beaucoup plus de mergers, par exemple des gènes fusionnés, que les clubs du passé. Mais une phrase comme ça, elle n'est pas directement testable avec un arbre et elle n'a pas de sens avec un arbre. Pourtant, si on valide cette phrase, ben on aura appris quelque chose. On dira que tiens, il y a de plus en plus de gènes fusionnés au cours du temps dans l'évolution. On pourrait se poser des questions pour savoir si des mergers, par exemple des drôles d'entités comme ça, évoluent 2,7 fois plus rapidement dans le microbiome intestinal que dans le microbiome oral. On pourrait se poser des questions avec des données géologiques. Est-ce qu'après des crises géologiques, des associations, des clubs multilignés ont tendance à se séparer en clubs simples lignés? Et on pourrait réfléchir à l'origine de toutes les espèces dans une perspective très différente de celle avec un arbre où on réfléchit, on cherche un dernier ancêtre commun. Ça, c'est parce qu'on trace l'histoire des cellules, mais les cellules ne sont pas toujours tout seules, elles peuvent faire partir de clubs multiniveaux. Donc on pourrait être amené à se demander quel était le plus ancien des clubs multiniveaux. Qu'est-ce que c'était les ancêtres communs perdus, pas forcément l'ancêtre commun, une cellule particulière. Donc toutes ces propositions, on va pouvoir les tester, les réfuter avec des réseaux. Et maintenant j'arrive au cœur de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un réseau, comment on s'en sert, pourquoi c'est intéressant. Les réseaux, c'est fondamentalement des structures, des graphes qui permettent d'étudier les relations entre des objets. Alors c'est très abstrait, parce que ces objets peuvent être par exemple des séquences, et les relations peuvent être est-ce que ces séquences se ressemblent au sens de Blast. Mais ces objets peuvent aussi être des génomes, et les relations peuvent être est-ce que ces génomes partagent des gènes en commun en raison de transfert de gènes. Bref, on a ici un outil générique, le réseau, qui est parfaitement adapté pour des études intégratives, parce qu'on peut mettre ensemble des génomes de plasmides, des génomes de virus, des chromosomes de cellules, et regarder par exemple, est-ce que ces différentes entités partagent des gènes pour des raisons de transfert. Et ça, ce que je viens de vous décrire, on le voit de plus en plus fréquemment dans la littérature. Ce sont en quelque sorte des réseaux sociaux du monde microbien. On regarde qui partage avec qui est génétiquement ami avec qui. Donc voilà un exemple ici. Parmi les gens qui font ce type de travaux, on peut citer Tal Dagan, par exemple, qui fait des papiers vraiment très intéressants que je vous recommande. Et dans ce réseau, chacun des nœuds alors est un génome. Alors ici c'est un génome d'un plasmide parce que c'est en mauve. Quand c'est en rouge, c'est un génome de phage. Quand c'est en vert, c'est un chromosome de bactéries. Et ce qu'on voit dans ce type de réseau, ici on a décidé de représenter une connexion quand deux génomes partagent une séquence de gènes qui est 100% identique. Ça veut dire que certainement ils ont récemment ou bien hérité ce matériel ou bien échangé ce matériel. Et bien on s'aperçoit évidemment quand on étudie des réseaux comme ça intégratifs qu'il y a beaucoup de relations qu'on ne pourrait pas voir dans un arbre des seules cellules. On ne pourrait pas voir les relations entre les phages et les plasmides. On ne pourrait pas voir les relations spécifiquement entre des phages. On ne pourrait pas forcément voir les relations entre des chromosomes et des phages. Donc on a ici beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire avec ces réseaux. Mais il faut bien comprendre que ces réseaux qui deviennent populaires, ces réseaux de génomes, ne sont qu'un des types nombreux de réseaux évolutionnaires que l'on peut faire pour étudier le vivant. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des réseaux de tout et n'importe quoi si on a envie, mais il faut avoir une raison derrière, en choisissant la règle de connexion des entités des réseaux. Pourquoi faire des arrêts? Alors oui, on peut par exemple connecter des génomes qui sont issus d'un même ancêtre. On peut faire des arrêts, des liens de généalogie. Oui, on peut faire des liens de transfert, des liens de partage de gènes, mais on pourrait aussi tout à fait imaginer représenter des réseaux qui relient les entités qui expriment leurs gènes en même temps, qui font l'objet de même pression de sélection, ou dans un réseau où les nœuds seraient des gènes, on pourrait connecter des gènes quand ils remplissent la même fonction. Bref, on peut faire de très nombreux réseaux évolutionnaires, c'est un outil très puissant. Mais les réseaux dont je vous parle aujourd'hui, dans tout la suite de cette exposé, sont des réseaux d'atypiques. Ça s'appelle des réseaux de séquences, ou des réseaux de gènes. Alors qu'est-ce que c'est des réseaux de gènes? Dans ces réseaux, chaque nœud, c'est une séquence dont vous voulez étudier l'évolution. Et alors le code couleur indique quand ces séquences proviennent d'archées, de bactéries, de plasmides ou de virus. Imaginez que vous prenez beaucoup de séquences, vous les comparez par BLAST et vous obtenez le résultat suivant. Il y a des séquences qui ressemblent aux autres séquences, alors on les connecte. Mais il y a des séquences, celles-ci, elles se ressemblent entre elles créent ce qu'on appelle un composant connecté. Il y a une certaine ressemblance entre elles et elles, etc. Mais il n'y a aucune ressemblance entre les séquences qui sont dans ce composant connecté
et les séquences qui sont dans cette autre composante connectée. Donc là, on dit qu'on a deux familles de gènes, une première famille de gènes, ça c'est un facteur de transcription, et là une deuxième famille de gènes, et ça c'est en fait un élément du système de restriction de modification. Mais ce qui est important dans cette représentation des familles de gènes par un réseau plutôt que par un arbre, outre le fait que c'est très rapide à faire, c'est qu'on voit des relations qu'on ne pourrait jamais voir dans une analyse phylogénétique traditionnelle entre les séquences. Pourquoi? Parce que l'analyse phylogénétique induit une contrainte sur l'étude. Pour faire un arbre phylogénétique, il faut pouvoir aligner les séquences qu'on va comparer. Et typiquement, les séquences qu'on peut aligner, eh bien, c'est des séquences qui se ressemblent toutes les unes aux autres. Dans un réseau, c'est des séquences qui sont toutes voisines les unes des autres. Alors vous voyez, dans cette grande famille de gènes compliqués, toutes les séquences qui appartiennent à cette famille de gènes ne sont pas connectées les unes aux autres. Celle-là n'est pas connectée à celle-là, seulement indirectement. Donc, pour aligner ces séquences, ce serait assez difficile. On pourrait peut-être faire un arbre de ces séquences-là, un arbre de ces séquences-là, un arbre de ces séquences-là, mais pour avoir une vision d'ensemble de l'évolution des séquences du système de restriction modification de type 1, qui ont en fait des relations de ressemblance entre elles et probablement des relations parentées, et bien utiliser un seul arbre ne permettrait pas de le faire. Donc on a potentiellement, dans ces réseaux de gènes, de l'information à exploiter qu'on ne verrait pas avec un arbre. Mais il y a évidemment un souci, ou quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a plusieurs causes à la ressemblance entre des séquences. Des séquences peuvent se ressembler parce qu'elles sont issues d'une même séquence ancestrale, c'est ce qu'on appelle l'homologie. Et dans ce cas-là, par exemple, regardez en bas, cette séquence et cette séquence et cette séquence, si elles sont toutes issues d'une séquence ancestrale identique, qu'elles n'ont pas trop divergé, eh bien, dans mon réseau, elles vont toutes être connectées parce qu'elles se ressemblent encore. Elles ont quelques mutations ici, quelques mutations là, quelques mutations là, mais rien qui empêche de reconnaître qu'elles sont finalement toutes semblables. Et quand on aligne 2 à 2 les séquences qui se connectent, elles peuvent s'aligner essentiellement sur la majorité, voire toute leur longueur. Donc je prends une séquence, une autre, si elle s'aligne sur plus de 90% de leur longueur, je fais un trait, une arête que j'appellerais une arête d'homologie. Et vous voyez qu'avec cette approche-là, on peut aller chercher des homologies plus distantes qu'avec un arbre. Parce que, je vous l'ai dit, pour faire un arbre, il faut pouvoir aligner toutes les séquences, que toutes se reconnaissent. Mais vous voyez dans ce patron-là, cette première séquence est clairement homologue à celle-ci, celle-ci est clairement homologue à celle-là, mais si vous étiez parti de cette première séquence, vous n'auriez pas directement trouvé celle-ci parce qu'il n'y a pas de lien direct. On peut donc avoir des chemins d'homologie et donc aller chercher des relations d'homologie plus distantes. C'est le premier type de cause de ressemblance d'homologie. Le deuxième type de cause de ressemblance, c'est quand deux séquences ne se ressemblent pas sur toute leur longueur, mais seulement sur une partie de leur longueur. Par exemple, quand un gène est fusionné, vous voyez ce gène fusionné est fusionné entre une partie de séquence verte et une partie de séquence rouge. Et donc, cette séquence fusionnée ressemble à la séquence verte, ressemble à la séquence rouge, mais elle ne ressemble, mais la séquence verte et rouge, légitimement, qui appartiennent à des familles différentes, ne se ressemblent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos réseaux, on peut distinguer deux types d'arêtes. Des arêtes qui sont liées avec l'hérédité et des arêtes qui sont liées à des choses fonctionnelles. Le fait que dans une même séquence, des morceaux de séquence ont pu travailler ensemble. Alors ça, juste une page de publicité, mais aussi pour vous convaincre que vous pouvez tous le faire, c'est facile. Nous avons développé un outil, Sébastien Allary a développé un outil qui permet de reconstruire tous les réseaux que je vous ai montrés jusqu'à présent, les réseaux de génomes comme les réseaux de gènes. Cet outil s'appelle Eugene, comme Eugene Kounier, que vous avez peut-être vu récemment. Il est convivial, il est simple, vous lui donnez des séquences, il les organise, et ensuite, pour vous, il fait des comparaisons de votre choix, BLAST ou BLAT, et une fois qu'il a fait ça, il vous demande quel type d'arête voulez-vous mettre dans votre réseau de gènes. Voulez-vous une identité minimale sur les parties qui s'alignent entre vos séquences? Faut-il que vos deux séquences qui se ressemblent s'alignent sur toutes leurs séquences? Faut-il que cette ressemblance soit réciproque? Etc. etc. Et ensuite, pour vous, cet outil fabrique des réseaux de génomes, des réseaux de gènes, et il fait des analyses statistiques de base sur les composants connectés que je vous ai présentés. Donc il prend une famille de gènes et il dit ah, dans cette famille de gènes, il y a beaucoup de liens d'homologie, mais aussi quelques liens fonctionnels. Dans cette autre famille de gènes, il y a énormément de conservation des séquences, parce que toutes sont connectées à toutes, et en plus, avec un fort pourcentage d'identité. Donc voilà un outil qui permet de faire un certain nombre d'analyses basiques sur les réseaux. De la même façon qu'il y a des outils pour analyser les arbres, il y a des outils pour analyser les réseaux. Et pour les analyses plus complexes que vous allez voir par la suite, il faut développer des scripts. Alors des scripts en R, des scripts en Python, en utilisant la librairie iGraph notamment, ce qui est amusant pour les programmeurs.
Première application, première utilité de ces réseaux, la détection de mergers multilignés, donc un mot barbare pour dire des superorganismes comme les spaghettis bolognaises. Est-ce que dans mes séquences, je peux trouver, en utilisant des réseaux, des traces de superorganismes que je n'aurais pas vu avec les arbres? Alors un bon cas pour tester ça, c'est l'histoire de l'évolution des eucaryotes. Parce qu'il a été fait de nombreuses propositions sur l'évolution des eucaryotes, notamment que les eucaryotes sont des groupes frères, ça c'est une proposition de formulation basée sur un arbre généalogique des archées. Ou alors, toujours basée sur un arbre, que les eucaryotes sont ancestraux et que les bactéries et les archées auraient dérivé des eucaryotes par réduction du génome des eucaryotes. Ça c'est quand on racine l'arbre dans les eucaryotes. Autre proposition basée sur un arbre, que les eucaryotes sont dérivés de certaines lignées bactériennes. Mais un certain nombre de propositions, qui ont plutôt le vent en poupe, proposent que les eucaryotes sont le résultat d'une fusion d'au moins une archée avec au moins une bactérie, et certains auteurs proposent que les virus auraient peut-être joué un rôle dans cette histoire, et que peut-être le noyau serait en partie d'origine virale. Pour étudier ça, nous avons collaboré avec James McInerney, qui est un brillant évolutionniste d'Irlande, et David Alvarez-Ponce, qui est un bonhomme extraordinaire. Quand vous le rencontrerez, vous comprendrez. Et nous avons fait une étude des eucaryotes parce que finalement, fondamentalement, les eucaryotes, c'est pas différent des spaghettis. Il y a peut-être une partie des composants qui viennent des bactéries, une partie des composants qui viennent des archées. Et si on était au niveau des gènes, l'eucaryote, c'est donc finalement une association fonctionnelle d'une grande diversité de lignées de gènes. Et on veut savoir quelles sont les lignées de gènes qui viennent de là, quelles sont les lignées de gènes qui viennent de là, comment elles se sont associées, comment elles se sont stabilisées, est-ce que je peux le voir dans les réseaux. Je vous présente des résultats très préliminaires, pas encore publiés. Pour le tester, on a constitué un jeu de données avec 9 eucaryotes représentatifs de la diversité eucaryote, des levures, des chlorelles, des phytophthora, une antanide, un cilié, un trypanosome, une giardia, et puis 2 eucaryotes particuliers qui sont des nucléomorphes. Alors en fait, c'est des eucaryotes qui ont été mangés par d'autres eucaryotes et dont le génome est en train de se réduire à l'intérieur de l'eucaryote qui les a inclus. Et nous avons aussi, en plus de ces séquences eucaryotes, mis des séquences d'archées, des séquences de bactéries et un certain nombre de séquences de génome de plasmide et de virus. On est arrivé à près de 600 000 séquences. On les a toutes comparées entre toutes et on a voulu savoir à quoi ressemblaient les familles de gènes dans les réseaux de ces 600 000 séquences, et notamment, est-ce qu'il y en avait certaines qui nous montraient des choses qu'on n'aurait pas pu voir avec un arbre. Alors quand on fait ça, on obtient d'abord un grand nombre de familles de gènes, 50 000 familles de gènes, et on a gardé des réseaux avec des liens d'homologie, dans le sens où nous avons exigé que n'importe laquelle de ces séquences doit être alignée sur plus de 70% de sa longueur, avec n'importe quelle autre séquence qu'elle connecte, et ça permet d'éviter des liens liés au partage de domaines, simplement. Quand on fait ça, et qu'on regarde le nombre de composants connectés d'intérêt qu'on obtient pour étudier directement l'origine de l'eucaryote, on trouve 780 familles de gènes dans lesquelles il y a à la fois des séquences de caryotes, des séquences de bactéries, des séquences d'archées. C'est beaucoup plus de familles qu'on en étudie en faisant de la phylogénomique traditionnelle. Et parmi ces 780, il y en a 140 qui présentent le patron remarquable suivant. Voilà une famille de gènes dans notre réseau. Voilà en vert des séquences de caryotes, en rouge des séquences de bactéries, en bleu des séquences d'archées, en vert des séquences de caryotes. Mais vous remarquez dans ce composant-là quelque chose de très particulier. Les séquences de caryotes ne sont pas directement connectées les unes aux autres. Elles viennent pourtant, la plupart du temps, des mêmes eucaryotes. Ça veut dire que dans un eucaryote donné, il y a des séquences qui présentent des affinités avec des séquences de bactéries et d'autres séquences qui présentent des affinités avec des séquences d'archées. On a ici un chemin d'homologie particulier, eucaryote, bactéries, archées, eucaryote encore. Ce chemin-là, il est impossible de le voir sur un arbre, puisque dans un arbre, on peut peut-être aligner tout ça, peut-être aligner tout ça, peut-être aligner tout ça, mais jamais aligner l'ensemble. On a là une signature de la présence d'un superorganisme. On détecte qu'il y a effectivement des gènes de différentes sources dans les eucaryotes, de sources bactériennes et de sources archées, et ça prend rien de temps à faire, c'est extrêmement rapide. Ce qu'on peut faire aussi sur les 780 composants ou sur d'autres, c'est regarder ces séquences d'eucaryotes, si elles sont plus proches des séquences de bactéries ou de séquences d'archées. Et on peut dire que quand les séquences d'eucaryotes ont en majorité des voisins archés, alors peut-être que leur affinité est plutôt archée. Et que quand des séquences d'eucaryotes ont en majorité des voisins bactéries, alors peut-être leur affinité est principalement bactérienne. Et là, quand on fait ça sur nos 9 lignées d'eucaryotes, on étend un résultat qui était connu chez la levure, à savoir qu'il y a des gènes de 2 sources
chez tous les eucaryotes, c'est des gènes archés et des gènes bactériens, mais dans certains génomes eucaryotes, il y a plus de gènes apparemment d'origine bactérienne, et dans d'autres, il y a plus de gènes d'origine archée. Et ça, c'est un résultat important d'un point de vue de la biologie intégrative, parce que c'est pas du tout ce qu'on savait, on ne connaissait pas ça. On a ici des organismes qui ne sont pas apparemment directement apparentés et qui ont la particularité commune d'avoir peu de gènes bactériens. Et ça, on l'a interprété de la façon suivante, en se disant qu'en réalité, le devenir dans la mosaïque des gènes d'origine bactérienne et des gènes d'origine archée était peut-être pas le même devenir. Et notamment, les gènes d'origine archée sont plus stables, les familles d'origine archée sont moins souvent perdues, tandis que les familles d'origine bactérienne, eh bien, elles changent. Les eucaryotes, quand ils évoluent, ils gagnent ou ils perdent surtout des familles de bactéries. Alors, comment on a vu ça? Alors, notamment, typiquement, quand ils réduisent leur génome, ils perdent très vite leur famille bactérienne et ils perdent beaucoup moins vite leur famille archée. Et quand ils grandissent en prenant les familles bactériennes. On a vu ça en regardant, par exemple, les familles de gènes, les familles de composants connectés, dans lesquels il y avait au moins 3 lignées d'eucaryotes présentes et que des archées. Et on a compté, on s'est dit, ceux-là, ils doivent venir des archées parce qu'on trouve une parenté entre tous les eucaryotes là, et puis les archées. Et puis on a fait la même chose, on a compté combien y a-t-il de composants où on trouve une parenté entre beaucoup d'eucaryotes et que des bactéries. Ça, c'est probablement plutôt ancien parce que pour que ce soit dans 3 lignées, il faut que ce soit arrivé il y a un certain temps. Et puis on a regardé dans toutes les familles, en fait, quel était ce ratio de gènes, de familles de gènes qui semblaient venir de bactéries par rapport aux familles de gènes qui semblaient venir d'archées. Il y en a 65 fois plus dans les composants connectés qui sont anciens et récents que dans les composants qui sont plutôt anciens. Donc au cours du temps, le nombre de familles de gènes archées évolue relativement peu, le nombre de familles bactériennes il évolue peu. C'était un exemple d'une histoire rapide qu'on pouvait raconter avec les réseaux évolutionnaires. Mais on n'est pas obligé de chercher des traces de super-organismes, de génomes mosaïques avec les réseaux évolutionnaires. On peut aussi chercher des gènes fusionnés. Alors là, c'est un étudiant brillant qui a fait ça, qui s'appelle Pierre-Alain Jachier, et il a utilisé le motif de détection suivant pour trouver des réseaux, des gènes fusionnés dans les réseaux de gènes. Donc, chaque séquence, c'est un gène, et vous voyez ici en rouge une séquence particulière. Si vous imaginez mentalement que je pose mon doigt dessus, le réseau se déconnecte. Ça, c'est typiquement le cas d'une séquence qui est peut-être une séquence fusionnée. Alors ensuite, on vérifie en alignant avec les séquences de part et d'autre qu'il y a bien un point de fusion. Mais c'est une façon rapide de les détecter. Ce sont ce qu'on appelle des clics séparatrices minimales. Ce sont des nœuds qui ont la propriété de déconnecter les réseaux. Et vous savez, quand un gène fusionné a du succès, eh bien, on ne le trouve pas dans un seul génome. On peut le trouver dans plusieurs génomes. Et ça, c'est les nœuds en orange. Et dans ce cas-là, si on applique notre même recette pour trouver les gènes fusionnés, qu'on cache un nœud et qu'on voit si ça déconnecte le composant pour trouver un gène fusionné, ça ne marchera pas. Parce que pour déconnecter le composant, il ne faut pas retirer un nœud, il faut retirer 2 nœuds qui sont voisins. Donc il y a tout un tas de trucs mathématiques qui s'appellent les clics minimales séparateurs qui permettent d'étudier des immenses réseaux de gènes, vous imaginez des centaines de milliers de familles de gènes, et de proposer où sont les candidats gènes fusionnés. Et quand on fait ça dans une perspective de biologie intégrative, avec le même jeu de données que précédemment, on peut regarder par exemple si les gènes qui sont distribués dans les génomes des archées, des bactéries, des plasmides, des virus, sont mosaïques ou pas. Et parmi les gènes mosaïques, on peut regarder la proportion des gènes mosaïques qui se trouvent dans les plasmides ou dans les virus par rapport à ce qu'on aurait si, finalement, vous voyez, ça c'est les proportions de gènes qu'on a pour commencer dans notre réseau. Ça, c'est la fréquence des gènes mosaïques au sein des mosaïques dans le réseau. On voit qu'il y a plus de mosaïques qui sont portées sur les plasmides et sur les virus que ce qu'on attendrait aléatoirement. Et par conséquent, on voit ici, avec cette analyse rapide, que les éléments génétiques mobiles jouent un rôle ou bien dans la diffusion des gènes fusionnés, ou bien dans la création des gènes fusionnés. Voilà un autre type d'analyse qu'on peut faire avec un réseau évolutionnaire. Mais on peut aussi étudier avec les réseaux évolutionnaires la stabilisation de clubs multilignés. Alors je vous ai dit, c'est très compliqué, ça c'est impossible à étudier avec un arbre parce que c'est des objets de niveau d'organisation biologique différents, par exemple des plasmides et des chromosomes, qui sont stabilisés ensemble pour faire une entité qui marche. Alors le club que je vais analyser ici, c'est le club de Borrelia et ses plasmides. Dans Borrelia, il y a un chromosome linéaire, il y a un certain nombre de plasmides linéaires ou circulaires, et Borrelia est un pathogène obligatoire qui a différents hôtes. Et donc, pour vivre dans cet hôte, il faut quand même qu'il arrive à échapper au système immunitaire de son hôte. Ça, c'est un point, on verra important par la suite.
Pour étudier cette drôle d'association, nous avons fait des réseaux. Le premier réseau qu'on a fait est un réseau de génomes. Ça veut dire que chacun des petits points ici, c'est un génome. Ou bien c'est le génome de plasmides, qui ne sont pas les plasmides de Borrelia, ou de virus, ou des chromosomes qui ne sont pas les chromosomes de Borrelia, ou bien ce sont les génomes ici des plasmides de Borrelia, ou bien ce sont les chromosomes de Borrelia, ou bien, et puis là on a regardé comment ces différentes entités se connectaient. Et on a aperçu un patron tout à fait unique pour les plasmides de Borrelia. Les plasmides de Borrelia, si vous suivez tous leurs liens, vous verrez, ils ne sont connectés qu'entre eux. Alors que les autres plasmides qui transportent le matériel génétique entre différentes cellules et recombinent d'ailleurs avec d'autres plasmides sont connectés à plein de plasmides, les plasmides de Borrelia, eux, ils ne sont connectés qu'entre eux et minimalement avec quelques chromosomes de Borrelia. On a donc ici un relatif isolement génétique qui est identifié très facilement dans un réseau de génome, parce que quand on calcule ce qu'on appelle la conductance des plasmides de Borrelia, regardez si les plasmides de Borrelia touchent surtout des plasmides de Borrelia autre chose, eh bien, ils sortent avec cette partition tout à fait originale. Et donc, on peut faire une hypothèse. On peut dire que peut-être ce patron atypique de connexion pour ces plasmides a une cause fonctionnelle. Et cette cause pourrait être que sur les plasmides de Borrelia, il y a un certain nombre de gènes qui sont recombinés ou qui évoluent plus vite, de façon plus compliquée que sur le chromosome. Et ces gènes-là servent essentiellement à échapper au système immunitaire de l'autre. Le point intéressant que je veux démontrer ici, c'est que cette question de savoir si effectivement il y a une évolution différente dans ces deux compartiments du matériel génétique au sein des Borrelia, d'un côté le chromosome qui serait plus sage et d'un autre les plasmides qui seraient plus fous, on peut le tester avec des réseaux de gènes de façon très facile. Voilà comment. Prenons les séquences qui sont sur les chromosomes de Borrelia représentées dans ce réseau de gènes par un rond vert, les séquences qui sont sur un plasmide par un rond mauve. Et on va regarder si ces séquences sont connectées ou bien par des liens d'homologie, vous vous rappelez, quand leurs gènes peuvent s'aligner sur toute leur longueur, ou bien par des liens qui sont moins propres parce qu'on ne peut pas aligner des séquences qui se ressemblent sur toute leur longueur, peut-être parce que c'est des séquences fusionnées, ou alors parce que la longueur de ces gènes évolue rapidement au cours de l'évolution. On peut ensuite classer les familles de gènes. Voilà une famille de gènes qui n'est que sur les chromosomes, une autre que sur les chromosomes, etc. Vous voyez que ces familles, elles évoluent gentiment par homologie. Et vous voyez ici une famille de gènes sur les plasmides où il y a deux types de liens. Des liens qui montrent des relations où en fait la divergence est compliquée et des autres liens qui sont des liens d'homologie. Et quand on fait les statistiques pour savoir s'il y a plus de liens qui sont complètement fous que de liens homologues dans les familles de gènes qui sont sur des plasmides, on s'aperçoit que c'est le cas. Et donc on peut dire qu'une des sources, une des clés de la stabilisation de l'association de Borrelia et de ces plasmides, c'est que certainement les plasmides de Borrelia sont un lieu d'innovation génétique. C'est là où la diversité se crée préférentiellement. Mais on n'est pas obligé d'utiliser directement les réseaux à des fins de logie intégrative. On peut également les utiliser pour faire des analyses comparatives, ce qui est essentiellement le fond de commerce de l'évolutionnisme, parce que nous aimons comparer les choses, et généralement pour comparer les choses on fait un arbre. Mais on peut également comparer les choses en faisant des réseaux évolutionnaires. Et là je vais vous montrer le travail de Cédric Bicep en collaboration avec Debashish Bhattacharya sur l'analyse qu'on peut faire avec des réseaux de la composition génétique d'une drôle d'entité, et singulièrement ça marche bien pour les entités qui sont des mosaïques génétiques. Et cette drôle d'entité c'est quoi? C'est un virus qui était à l'intérieur de cyanobactéries qui avait été mangé par un protiste. Bhattacharya a pu isoler une cellule de ce protiste et il a pu séquencer l'ADN qui était contenu dedans. Et ensuite, il nous a dit, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est ce gène et ce qu'est ce génome de phage? À qui ressemble-t-il? Alors, il pensait que c'était un cyanophage, et une analyse traditionnelle, excusez-moi, une analyse traditionnelle, c'est généralement de prendre quelques marqueurs pour ce phage nouveau, et de le mettre dans un arbre ou un réseau et de regarder à qui il ressemble. Et là, on voit qu'il ressemble surtout à DNC2. Mais avec un réseau évolutionnaire, on peut faire des analyses comparatives beaucoup plus détaillées. Typiquement, on peut dire famille par famille si la séquence de ce nouveau phage ressemble à la séquence d'un autre phage déjà connu et lequel. Là, je parle comme François Hollande, c'est un peu embarrassant. Alors, je vais vous bien laisser la main, bien prendre le micro, on va voir ce que ça va donner.
puisque oui, ça va marcher avec tout. Alors, vous avez ici la séquence du phage nouveau, qui est représentée par un carré noir, et vous avez la séquence de 17 autres cyanophages qui sont chacun représentés par une couleur différente. Vous avez de nombreuses familles de gènes, et quand on fait ça, on peut regarder, parce qu'il y a des propriétés mathématiques pour chacun de ces nœuds des réseaux, si eh bien, ces phages ressemblent plutôt, leur séquence se comporte comme les séquences d'autres cyanophages. Alors, je vais replier, parce que je vais. Alors, l'idée, c'est que, de façon très rapide, avec un outil qui sert à comparer les séquences dans les réseaux et leurs propriétés topologiques, on peut dire qui ressemble à qui. Comment on fait ça? Eh bien, on pense que quand deux séquences se ressemblent, elles vont être proches dans les réseaux. On pense par exemple que si ce sont des séquences noires, nos séquences d'intérêt, et qu'on veut savoir si elles ressemblent aux séquences d'un génome bleu, eh bien déjà elles vont nous ressembler, donc elles vont être voisines dans le réseau. Puisqu'elles ont des séquences proches, elles devraient se toucher. Mais non seulement ça, si elles se ressemblent beaucoup, elles devraient avoir les mêmes types de voisinage. Deux séquences qui se ressemblent beaucoup devraient partager de nombreux voisins dans les réseaux de gènes dans une famille donnée. Et donc on peut automatiser le calcul des ressemblances entre deux nœuds dans les réseaux, et finalement, dans l'analyse des données du cénophage, on a pu faire l'observation suivante. Quand on prend toutes les familles de gènes, qu'on regarde à qui le gène, à qui les séquences du phage noir ressemblent, et bien on s'aperçoit qu'on ne peut pas distinguer ces propriétés topologiques des propriétés de n'importe quel autre cénophage. Il se comporte comme un gentil cénophage pour 25 familles de gènes, et pour 16 familles de gènes, ils se comportent effectivement comme des cyanophages de groupe MC2, mais pour la majorité de ces familles de gènes, ils se comportent comme différentes combinaisons de cyanophages. Et ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que les gènes qui sont dans ce cyanophage, ce sont des gènes typiques de cyanophage, mais mis dans des combinaisons, mis dans des associations qui sont tout à fait originales. Et donc, notre phage qu'on a capturé, c'est un gentil cyanophage qui utilise des gènes qui viennent d'un pool commun au cyanophage, mais c'est aussi une mosaïque, et voilà ce que le réseau permet d'expliquer. Et là, il est très facile ensuite d'aller chercher les familles dans lesquelles le comportement de notre cyanophage est tout à fait remarquable, atypique, ne se comporte pas comme les MC2, etc., etc. Mais tout ça, tout ce que je vous ai raconté, est relativement plat, inintéressant, parce que finalement, on a redécouvert d'autres choses assez souvent. Et donc, je voudrais insister sur le fait qu'il y a également des phénomènes évolutifs que les réseaux permettent d'analyser, qui sont des phénomènes pour lesquels, finalement, on n'a pas déjà des hypothèses préexistantes. Je vous ai dit, on peut trouver des eucaryotes, on peut voir des traces que les eucaryotes sont des super-organismes. Mais est-ce qu'il y en a d'autres super-organismes? Est-ce qu'il y a des autres organismes? On ne sait pas qu'ils ont des gènes de sources différentes, mais c'est le même type de composants connectés. Ou alors, on peut faire autre chose. Et cette autre chose, c'est une approche exploratoire. L'approche exploratoire, c'est bien pour les gens comme moi, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. La philosophie de l'approche exploratoire, c'est on regarde d'abord, on réfléchit ensuite. On regarde d'abord, on regarde quoi? Par exemple, on pourrait imaginer dans un réseau de gènes, mettre tous les gènes du monde, ça serait le réseau des gènes du monde. Et on pourrait regarder les gènes qui ont une fonction particulière, qui vous intéressent. Est-ce qu'ils sont proches ou pas proches dans ce réseau de tous les gènes du monde? Mais là, vous voyez un défi qui se pose aux gens qui veulent faire de la science exploratoire. Il y a beaucoup trop de gènes dans le monde. En fait, on ne pourra pas le faire. La visualisation du réseau de tous les gènes du monde, elle est impossible sans des astuces mathématiques. Et une des astuces, ça consiste à simplifier le réseau de tous les gènes du monde en groupant en un seul nœud toutes les séquences qui sont fortement connectées. Vous voyez ici une région où il y a une forte densité de nœuds, une autre région avec une forte densité de nœuds, une forte densité de nœuds. Il y a des outils mathématiques qui s'appellent les communautés en théorie des graphes, qui permettent de dire, eh bien je pourrais résumer toutes ces séquences par un nœud. Ça sera le nœud qui représente cette communauté rouge, et un nœud qui représentera la communauté bleue, et un nœud qui représentera la communauté rose. Et ce faisant, on peut représenter le réseau d'une bonne partie des gènes du monde. Et vous voyez ici une première image du réseau d'une partie des gènes du monde, où les cercles correspondent donc à des communautés plus ou moins larges selon qu'ils regroupent plus ou moins de nœuds, et colorés sur la base de la présence d'une fonction particulière. Comme c'est un travail en cours de Slim Karkar, je ne vous dis pas quelle est la vraie fonction, c'est aucune de celles-là. Mais en tous les cas, on s'était posé la question, est-ce que tous les gènes qui remplissent cette fonction essentielle dans le vivant sont apparus sur la base de matériel génétique plutôt semblable, des séquences qui se ressemblent, ou sont apparus indépendamment, à de très nombreuses reprises, sur la base de matériel génétique qui n'ont rien à voir? Et si c'est le cas,
les gènes qui remplissent la même fonction vont être distribués dans le réseau des gènes du monde à des endroits très différents. Alors pour cette fonction, c'est le cas, mais vous pourriez suivre la fonction qui vous intéresse. Des gènes de pathogénicité, vous pourriez avoir envie de savoir où ils sont répartis dans les réseaux des gènes du monde. C'est un réseau extrêmement inclusif parce qu'on a été très laxiste, on autorise presque tout le monde à connecter à presque tout le monde, et pourtant il y a une structure. Donc voilà un type d'analyse exploratoire qu'on peut faire. Chercher si l'origine des familles de gènes est unique ou multiple. Mais on peut aussi ajouter les données de l'environnement aux séquences connues. Et là, on produit des réseaux de gènes dans lesquels on a des séquences de l'environnement, ici en bleu turquoise et en bleu, et on peut voir si pour certaines familles de gènes, la diversité des séquences, des variants environnementaux sont plus grands, il y a plus de diversité dans l'environnement que dans ce qu'on connaissait déjà. Ça, si vous avez des familles de gènes qui vous intéressent en particulier, ça peut être essentiel de voir que, oh là là, il y a plein d'autres façons de faire cette fonction dans l'environnement. On peut également détecter des gènes fusionnés connus uniquement dans l'environnement, donc des adaptations spécifiques. C'est très intéressant. Et parmi les choses que l'on peut faire le plus excitantes, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est un travail que nous sommes en train de soumettre, on peut regarder dans les familles de gènes les plus conservées chez les archébactéries, chez les bactéries, vous voyez, très conservées, très compactées, s'il existe des séquences dans l'environnement qui sont homologues et directement connectées à ces séquences, ou qui sont homologues distants, ça veut dire connectés au bout d'une chaîne, des séquences environnementales qui touchent des séquences environnementales qui touchent des séquences connues. Et quand on fait ça, on voit effectivement, par exemple pour cette famille, qu'il y a une diversité de séquences environnementales qui touchent des séquences d'archées, donc on trouve des nouvelles archées, ou en tous les cas des variantes de ces gènes très conservés, et des variants encore plus distants. Mais ce qui est très important, c'est que quand on regarde la conservation de ces séquences homologues avec n'importe quelle séquence connue dans les bases de données, quand c'est en orange, cette conservation est de moins de 50% d'identité. Donc vous voyez ici le même composant représenté, des séquences de l'environnement qui sont homologues mais qui ont moins de 50% d'identité, avec les séquences connues, sur toute la longueur des séquences connues. Donc on a des séquences, des variantes vraiment intéressantes. Ici on a avec les réseaux un protocole exploratoire pour détecter des séquences environnementales divergentes. Et vraiment j'attire votre attention là-dessus, avec un arbre on ne pourrait pas le faire, parce qu'avec un arbre, quand vous avez aussi peu de ressemblance, les alignements deviennent catastrophiques. Si vous avez déjà essayé d'aligner des archées, des bactéries avec des choses encore plus distantes, c'est infaisable. Et ça pose des questions du type, mais quelles sont les entités qui portent éventuellement ces gènes si divergents qu'on ne connaissait pas. Donc ma conclusion, c'est la suivante. J'ai vraiment fait un plaidoyer pour l'usage de réseaux évolutionnaires dans une perspective pluraliste. Ça veut dire que l'arbre permet beaucoup de choses. Le raisonnement arborescent permet de travailler avec des liens généalogiques sur des groupes monophylétiques. Il est plutôt centré sur les cellules. Mais on peut y ajouter un autre type de raisonnement. On peut alors faire des réseaux sociaux microbes et avec deux types de liens.